Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue dans cette exploration financière. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'analyse des investissements d'une entreprise. Comment on sait si son outil de production tient la route? Comment on décrypte sa politique d'investissement et puis les besoins financiers liés à son fonctionnement quotidien? Tout à fait. On va regarder de près, d'un côté, les immobilisations, l'outil de travail si vous voulez, et de l'autre, ce fameux besoin en fonds de roulement, le BFR. L'idée, c'est vraiment de donner des clés, des outils concrets pour mieux saisir la santé financière, oui, et la stratégie d'une boîte à travers ses choix d'investissement. Logique. Après avoir regardé la création de valeur, le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, tout ça, il faut comprendre comment elle y arrive. Et ça, oui, ça passe par les investissements. À commencer par les immobilisations donc. C'est quoi exactement? Ils lisent sur le long terme. Pensez à l'usine, une machine très spécifique, un logiciel coûteux, des brevets, bref, tout ce qui est fait pour durer. Et euh, la question fondamentale, c'est est-ce que cet outil il est récent, performant, ou est-ce qu'il commence au contraire à être un peu vieillissant? On pourrait se dire, allez, on va visiter l'usine pour voir l'état des machines, non? Mais j'imagine qu'il y a une méthode plus analytique, plus chiffrée. Un ratio peut-être? Oui, oui, l'analyse financière nous donne un indicateur assez précieux. Le ratio immobilisation nette, immobilisation brute. Alors pour le comprendre, il faut juste avoir en tête ce qu'est l'amortissement. C'est simplement en compta la façon de constater qu'un bien perd de la valeur, avec l'usure, le temps ou parce qu'il devient obsolète, quoi. Les immobilisations brutes, bon ça c'est facile, c'est le prix d'achat. Combien ça a coûté au départ? Et les immobilisations nettes, c'est ce même prix d'achat moins tous les amortissements qu'on a passés depuis l'achat, année après année. Ok, prenons un exemple simple. J'achète une machine 10 000 euros. Je prévois de l'utiliser 10 ans, donc je l'amortis de 1 000 euros par an. Au bout de 3 ans, j'ai cumulé 3 000 euros d'amortissement. Sa valeur nette, elle est plus que de 10 000 moins 3 000, donc 7 000 euros. C'est ça? Parfaitement. Et du coup, le ratio devient 7 000, la valeur nette, sur 10 000, la valeur brute. Ça fait 0,7 ou 70%. Si on attend, disons, 6 ans après l'achat, l'amortissement cumulé sera de 6 000 euros, la valeur nette tombe à 4 000 euros, et là, le ratio chute à 4 010 000 égale 0,4, 40%. D'accord, je vois. Donc plus l'actif vieillit, plus il s'use, enfin comptablement, et plus ce ratio diminue. Il tend vers zéro. Mais concrètement, ça nous dit quoi sur l'entreprise? Ah, c'est là que ça devient intéressant. Un ratio proche de 1, ça signifie que le matériel est globalement récent. Peu d'amortissements ont été passés. Donc, on peut supposer que l'entreprise n'aura pas d'énormes investissements de remplacement à faire tout de suite. Logique. À l'inverse, un ratio proche de 0, là, ça peut être un signal d'alarme. Non seulement il va falloir sortir le chéquier bientôt pour remplacer le matériel, mais en plus, la performance actuelle est peut-être déjà moins bonne à cause de panne ou d'une efficacité moindre par rapport à des concurrents qui seraient mieux équipés. Hein, ça pourrait même expliquer une rentabilité plus faible si on travaille avec des outils un peu dépassés. Exactement. Ça joue sur les coûts, la qualité, la vitesse de production, tout ça. D'accord. Petit test rapide pour être sûr. Machine achetée 100, amortie sur 5 ans. Après 1 an, le ratio, il est de combien? Alors 100 sur 5 ans, ça fait un amortissement annuel de 20. La valeur nette après un an, c'est 100 moins 20, donc 80. La valeur brute, elle, bouge pas, c'est 100. Le ratio net-brut, c'est donc 80 sur 100, égale 0,8. C'est élevé. L'outil est clairement récent. Très clair. Bon, on sait évaluer l'âge de l'outil. Mais l'autre question, c'est est-ce que l'entreprise investit suffisamment pour le maintenir en état, voire le développer pour accompagner sa croissance? C'est la deuxième question clé, oui. Et pour ça, on regarde un autre ratio. Le montant des investissements de l'année, les dotations aux amortissements de la même année. Rappelons que la dotation annuelle, c'est l'usure théorique de l'outil sur un an. Donc on compare l'effort réel d'investissement à cette usure. Et comment on interprète ce ratio? S'il est égal à 1, par exemple? Alors si le ratio est égal à 1, ça veut dire que l'entreprise, elle investit juste ce qu'il faut pour compenser l'usure. Elle maintient son potentiel. On s'attend à une activité stable, un chiffre d'affaires stable. D'accord. Si le ratio est supérieur à 1, là l'entreprise met plus d'argent sur la table que ce qui s'use. Elle augmente ses capacités, elle se modernise. C'est typiquement le signe d'une stratégie de croissance. On se prépare à faire plus. Et inférieur à 1,
Ah, si le ratio est inférieur à 1, ça veut dire qu'elle n'investit même pas assez pour remplacer ce qui se dégrade. L'outil perd en capacité ou en modernité. Bon, ça peut être voulu si l'activité baisse, mais si l'entreprise dit vouloir croître ou rester stable, là c'est inquiétant. Un ratio proche de zéro, ça signifierait un arrêt quasi total des investissements, un désinvestissement. Tiens, un petit cas pratique. Une entreprise a un ratio investissement sur dotation pile à 1. Mais en même temps, elle communique partout sur une croissance de 15% par an de son chiffre d'affaires. Est-ce que c'est cohérent ça? Non, là, il y a un truc qui cloche, clairement. Une croissance de 15%, ça demande logiquement plus de capacité de production. Donc on s'attendrait à avoir un ratio d'investissement bien au-dessus de 1. Le fait qu'il soit juste à 1, ça suggère qu'elle ne se donne pas vraiment les moyens de ses ambitions. Il y a peut-être un risque de rupture, ou alors la croissance annoncée n'est pas si solide. C'est un point à creuser absolument. Parfait, c'est très clair. Allez, on quitte les immobilisations, l'outil de production pour l'autre grand volet. BFR. Le besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? Ah, le BFR, c'est un concept central, vraiment. Le BFR, en gros, c'est l'argent dont l'entreprise a besoin pour financer le décalage qu'il y a toujours entre ses dépenses et ses recettes courantes. Pour faire simple, elle paye ses fournisseurs, ses charges, tout ça, avant d'être payée par ses clients. Et ce trou de trésorerie, qui est structurel, eh bien c'est ça, le BFR. L'exemple du vendeur de crêpes est pas mal pour ça. Il achète sa farine, ses œufs aujourd'hui, il doit payer assez vite, mais ses crêpes, il les vend demain et parfois il sera payé encore plus tard. L'argent qu'il doit avoir en poche pour payer ses ingrédients en attendant les sous des clients, c'est son BFR. Et si c'est des crêpes au caviar, comme dans l'exemple, là le besoin peut devenir énorme. C'est tout à fait ça. Sans cette avance de trésorerie, le cycle d'exploitation il peut pas démarrer, ou il peut pas continuer. D'où le mot besoin. Et pour le calculer, la formule simplifiée qu'on utilise le plus souvent, c'est BFR égale encours client plus stock en cours moins encours fournisseur. Décomposons un peu. Encours client. Ok, c'est l'argent que les clients doivent mais qu'on n'a pas encore encaissé. Les stocks, c'est la valeur de tout ce qui dort. Matières premières, produits en cours, produits finis, c'est de l'argent immobilisé quoi. Et encours fournisseur, ce sont les factures qu'on a reçues mais qu'on n'a pas encore payées. Ça c'est plutôt une aide, une sorte de crédit fournisseur gratuit. Précisément. Et la formule montre bien le truc. Tout ce qui fait rentrer l'argent des clients plus vite ou qui réduit les stocks, ça diminue le BFR. Et obtenir des délais de paiement plus longs de ses fournisseurs, ça aide aussi. Inversement, des clients qui payent tard, des stocks énormes, des fournisseurs qui veulent être payés tout de suite, ça fait exploser le BFR. Il faut aussi comprendre 3 caractéristiques importantes du BFR. D'abord, sa liquidité relative. C'est pas figé comme une usine. Les créances clients, les stocks, ça a vocation à redevenir du cash assez rapidement. Ensuite, sa permanence. Même si les éléments tournent, le besoin global, lui, il est là tant que l'entreprise fonctionne. C'est un cycle. Acheter, transformer, vendre, encaisser. Et on recommence. Et la troisième caractéristique, vous disiez? C'est la saisonnalité. Et celle-là, elle est souvent source de surprise, ou disons, elle est contre-intuitive parfois. Selon le métier, le BFR peut faire le grand écart au cours de l'année. L'exemple de l'éditeur de jeux vidéo qui vend surtout à Noël? Exactement. Imaginez fin décembre. Ils ont dépensé énormément pour développer, produire, livrer les jeux. Les distributeurs, eux, paieront plus tard. Donc, les créances clients sont au maximum. Le BFR est énorme. Et 6 mois après, en juin par exemple, c'est tout l'inverse. L'argent de Noël est rentré et la production pour le Noël suivant n'a pas encore vraiment démarré. Créances basses, stock peut-être bas aussi, le BFR est au plus bas. On imagine la même chose pour un producteur de vin. Les vendanges en septembre-octobre, ça coûte très cher, mais les ventes et les encaissements, ça s'étale sur l'année d'après. Le BFR doit être gigantesque à l'automne. Et la conséquence pratique, elle est très importante. La date qu'on choisit pour arrêter les comptes annuels, la date de clôture, ça a un impact direct sur le BFR qu'on va voir au bilan. L'éditeur de jeux, il a intérêt à clôturer fin juin. Le vigneron, fin août. Pourquoi? Pour montrer un BFR plus faible. Donc, il faut être méfiant si une entreprise a une date de clôture un peu bizarre, qui n'est pas le 31 décembre. Il faut se demander si c'est pas justement pour masquer un pic de BFR à un autre moment de l'année. C'est une sorte d'habillage de bilan, quoi. D'accord. Le concept est clair, ses caractéristiques aussi. Mais comment on analyse son évolution plus finement? Comment on sait si une hausse du BFR c'est normal ou si c'est inquiétant? Composante du BFR et de voir où ça coince, où on s'améliore. Pour ça, il faut des chiffres du bilan et du compte de résultat. Le premier indicateur, c'est l'évolution du BFR global.
mais en jours de chiffre d'affaires TTC. La formule, c'est BFR CA-TTC fois 365. Regardons l'exemple chiffré qu'on a. Année 1, 25 jours. Année 2, 61 jours. Année 3, 131 jours. Bon, un chiffre seul, 25 jours, c'est dur à dire sans comparer au secteur. Mais la tendance, là, elle est brutale. Passer de 25 à 131 jours en 3 ans, ça veut dire que l'entreprise doit financer presque 4 mois d'activité de plus qu'avant. C'est une alerte rouge clignotante pour la trésorerie, ça. La question immédiate, c'est est-ce que la rentabilité suit pour financer ce besoin qui explose? Parce que sinon, c'est la crise de cash assurée. Par exemple, le délai moyen de paiement des clients, calculé par encours client CATTC fois 365. Voyons l'exemple. Année 1, 39 jours. Année 2, 41 jours. Année 3, 100 jours. Ah bah là, c'est limpide, le temps moyen pour se faire payer a plus que doublé. De 39 à 100 jours, c'est clairement un des moteurs principaux de l'explosion du BFR global. Reste à savoir pourquoi. Une politique commerciale trop généreuse sur les délais, des problèmes avec des gros clients, une internationalisation mal gérée. Exact. Ensuite, on regarde l'inverse. Le délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs. Combien de temps l'entreprise met pour payer ses propres factures? La formule, dette fournisseur plus autres dettes d'exploit, achats et charges externes TTC fois 365. Dans l'exemple, ça donne année 1, 86 jours, année 2, 95 jours, année 3, 96 jours. Ici, on voit que l'entreprise arrive à gratter quelques jours de délai en plus auprès de ses fournisseurs. Ça passe de 86 à 96 jours. C'est bien, ça aide un peu à financer le cycle, mais bon, l'amélioration est faible, hein, plus 10 jours, ça ne compense absolument pas la dégradation côté client, qui est de moins 61 jours. Le pouvoir de négo s'améliore un peu, mais ça ne suffit pas du tout. Et le dernier élément clé, c'est la durée moyenne de stockage, j'imagine. Combien de temps les produits restent en stock avant d'être vendus? Formule: stock moyen, coût d'achat des marchandises vendues ou coût de production des ventes, fois 365. L'exemple nous dit année 1, 108 jours, année 2, 213 jours, année 3, 194 jours. Oula, grosse augmentation entre l'année 1 et 2, puis ça s'améliore un peu en année 3, mais ça reste très très élevé. Plus de 6 mois de stock en moyenne. C'est un autre facteur lourd qui plombe le BFR. Des stocks qui tournent aussi lentement, ça immobilise un cash fou et ça peut vouloir dire qu'on a du mal à vendre, que l'offre est moins attractive ou qu'on gère mal ses appros. Clairement, dans cet exemple, c'est l'allongement des délais clients et la rotation très lente des stocks qui expliquent la flambée du BFR. Ok, donc si on récapitule, analyser les investissements, c'est regarder deux choses. L'outil de production, son âge, ratio net brut, sa dynamique de renouvellement, ratio investissement-amortissement, et le financement de l'activité au jour le jour, le BFR, son niveau en jour et comment évoluent les délais clients, fournisseurs et les stocks. Ça donne une vision assez complète de la gestion opérationnelle et des besoins financiers. Absolument. C'est une analyse qui est vraiment fondamentale pour comprendre la stratégie réelle d'une entreprise, parfois au-delà de ce qu'elle annonce, et pour anticiper les problèmes. Et ça m'amène d'ailleurs à une réflexion, pour aller plus loin. On a vu comment analyser le passé, le présent, mais comment une entreprise intègre l'avenir, l'incertitude, dans ses choix d'aujourd'hui. Comment elle anticipe une rupture technologique, un changement de réglementation, une évolution des attentes des clients. Comment elle intègre ça dans sa politique d'investissement, même si ses ratios actuels semblent bons. Voilà une excellente question qui ouvre effectivement d'autres perspectives. Pour approfondir tous ces sujets d'analyse financière et surtout pour voir comment ces outils peuvent concrètement améliorer les compétences commerciales ou la réflexion stratégique en entreprise, eh bien la personne à contacter est Philippe Massol qui nous a proposé cette discussion. On peut le retrouver sur LinkedIn. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette analyse approfondie.